bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis ravi de recevoir Pascal Bacchi aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast. Donc Pascal, vous avez dirigé pendant 30 ans le groupe Bacchi Bouteille aux côtés de Jean-François Bouteille, donc de 1991 à 2021. Vous êtes aujourd'hui directeur de Chopard Automobile et président du Sarafel Club Var-Handball depuis juin 2022. Pascal, bonjour, merci. Bonjour Christopher, merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'être venu pour parler un petit peu donc, de tout ce qui est entrepreneuriat, du club aussi, du club que vous dirigez aujourd'hui, et en même temps aussi de tout ce qui est pitch d'entreprise. Que je préside. Oui, bien sûr. Diriger, j'ai un directeur. Donc, que vous présidez. Il y a une nuance qui est importante. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je me permets de rectifier. Exactement, que vous présidez donc, depuis juin 2022. Donc, est-ce que tu peux nous présenter, nous parler un petit peu de ton parcours et voilà, un petit peu qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es devenu l'entrepreneur qu'on connaît aujourd'hui sur le territoire de Fréjus-Sarafel et Varois? En 30 ans, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, merci de me donner d'abord l'opportunité d'en reparler, parce que ça fait 3 ans que j'ai vendu mes affaires, mais c'est vrai que j'en reparle souvent parce que ça a été un long passage de ma vie, 30 ans. Alors quand tu disais commencer en 91 avec Jean-François Bouteille, mon associé, au début, non, c'était avec mon papa et avec mon oncle Michel Bouteille. Donc voilà, je tiens à leur rendre hommage d'ailleurs. Donc vous l'avez bien compris qu'au début, c'était une entreprise familiale, donc c'était pas une opportunité. Moi, j'ai été baigné à la sauce de l'automobile depuis que j'étais tout petit et c'était une passion d'abord de l'automobile, mais surtout de l'entreprise familiale. Voilà ce qui m'a motivé à venir travailler avec mon père au sein de cette famille et puis d'avoir développé. Alors je me suis formé, donc j'ai commencé par un BTS Action Commerciale, puis une école de commerce international, et puis après j'ai fait une école de vente automobile pendant 1 an. J'ai tourné dans toute la France, je me suis acquis d'une expérience assez enrichissante qui allait du commerce à la prévente, à la vente de pièces de rechange, à la gestion sur la direction régionale de Lyon. Voilà, ça a duré 1 an et effectivement j'ai rejoint mon entreprise en mai 91 et je l'ai vendu fin mai 2021. Et je m'étais promis en 91, certains disent à 50 ans il faut avoir une Rolex, c'est pas mon cas. Moi je m'étais dit si tu as réussi ta vie professionnelle, tu vendras quand tu auras 55 ans. Et c'est ce que j'ai fait. Alors je sais pas si j'ai réussi ou pas. En tout cas j'ai tenu cet engagement qui est un engagement tout à fait personnel. Mais j'estime qu'au bout de 30 ans, j'avais non seulement envie d'avoir une nouvelle expérience, et puis l'automobile était telle qu'elle est, et il fallait vendre, et la vente d'une entreprise, c'est un acte de gestion. Et voilà, c'était une décision difficile à prendre, mais mûrement réfléchie, et qui était, je pense, une bonne décision quand on voit aujourd'hui les difficultés qu'ont les distributeurs automobiles pour subsister dans ce monde assez impitoyable. Oui, donc voilà mon cursus assez résumé. Et d'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit quand tu dis j'étais passionné. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie justement de travailler dans l'automobile? Comment cette passion elle est venue finalement? J'étais passionné parce que d'abord il y avait un nom d'entreprise. Alors c'est pas moi, donc j'en parle aussi naturellement que ça, avec beaucoup d'humilité, parce que le nom de Bacchi était connu dans l'automobile et j'avais vraiment la volonté de continuer à pérenniser ça. Et ce qui m'a le plus freiné avant la vente d'ailleurs, c'est d'arrêter de perpétuer un nom qui est devenu, non pas une marque, mais qui est devenu assez un réflexe. On parle encore, beaucoup de clients disent encore on va chez Bacchi, même si c'est plus Bacchi aujourd'hui. Donc la première des volontés et des passions, c'était de continuer à faire prospérer cette entreprise. Après, bien sûr, il y avait le fait d'être concessionnaire automobile. Bon, c'est un beau métier. Très très enrichissant, avec beaucoup de diversité, on touche à tout, on touche au commerce, on touche à la technicité, on touche à la technologie, on touche beaucoup bien évidemment à la gestion, au marketing, à la communication. Donc c'est un métier qui est aussi contraignant, pesant, stressant que ce qu'il peut être enrichissant et passionnant. Voilà. D'ailleurs, et c'est pour ça que c'est super intéressant, parce que ça veut dire ton métier d'entrepreneur finalement, parce que là de ce que tu nous dis aussi, c'est que tu l'as appris aussi pendant ces 30 dernières années, ouais. Sur le tas finalement. C'est un peu, ouais. Ça n'a pas été une école où on t'a formé, t'as appris plein de choses sur le côté de l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'aucune école, aussi légitime et grande qu'elle soit, ne forme vraiment à une carrière. Les carrières sont faites d'opportunités, de rencontres, d'expériences, de maturité et de savoir-faire au fur et à mesure de
du cheminement du chef d'entreprise. Moi, j'ai des expériences qui m'ont beaucoup marqué, qui sont d'abord mon entrée à la Jeune Chambre économique quand j'avais 25 ans, parce que c'est une école de la vie, c'est une école de formation pour le coup. C'est des rencontres avec des entrepreneurs de diverses filières et activités, et ça, c'est hyper enrichissant. Après, j'ai été président pendant 15 ans aussi du groupement des concessionnaires Sud-Est. Quand je dis Sud-Est, c'est un grand Sud-Est, parce que ça partait de Nevers, ça allait jusqu'à Menton. Donc voilà, j'animais les équipes commerciales de toutes les concessions, beaucoup de challenges, beaucoup d'actions de motivation, du marketing, de la communication. C'est tout ça qui fait une carrière. Et tout ce que tu prends, tu essayes de le mettre au mérite de ta propre entreprise. Mais effectivement, ça ne s'apprend pas à l'école, ça. Ce qui s'apprend, c'est à réfléchir, ce qui s'apprend, c'est à résumer, ce qui s'apprend, c'est à aller vite dans l'action et avoir un cerveau à peu près bien fait. Le reste, c'est ce que je dis toujours, l'acquis s'apprend. L'inné, tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je pense l'avoir eu assez jeune, j'avais la fibre du commerce, comme on dit aujourd'hui. J'avais un client m'a jamais fait peur, je me suis toujours éclaté et j'en fais encore parce que je participe encore dans des actes de vente. Il y a beaucoup de vendeurs qui me font appel, d'ailleurs c'est très valorisant, qui m'appellent dans les phases de conclusion d'une vente parce que ça c'est mon ADN et c'est inné, ça s'apprend pas. Voilà, on l'a ou on l'a pas. Et non mais c'est vrai que oui, c'est super, enfin, c'est passionnant parce que finalement, quelles leçons aujourd'hui tu pourrais peut-être transmettre aux jeunes entrepreneurs qui pourraient aussi arriver sur le territoire, qui souhaitent créer aussi leur entreprise, qui souhaitent aussi peut-être, tu le sais que c'est mon cas, j'avais un CDI, on a aujourd'hui ce confort de vie où on nous dit le CDI c'est la sécurité de l'emploi, etc. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui peut-être à un jeune entrepreneur qui souhaite, qui a envie de se développer, qui a envie finalement de lâcher un peu prise et d'aller dans ce monde de l'entrepreneuriat qui n'est pas toujours simple. C'est Christopher, c'est d'abord très courageux de ta part, comme de tous ceux qui montent leur entreprise aujourd'hui. J'ai pour habitude de pas de donner de conseils parce que je trouve ça très pompeux, mais de partager mon expérience et de dire comment moi j'ai pu évoluer. D'abord, c'est très courageux. Et quand tu dis de lâcher prise pour monter son entreprise, c'est une prise de risque étonnamment importante. Et moi, je suis vraiment reconnaissant pour ce que tu fais, pour ce que beaucoup d'entrepreneurs jeunes aujourd'hui font. Parce qu'il est beaucoup plus simple. Et moi, j'ai fait l'inverse. Je suis passé d'entrepreneur à salarié d'une boîte. Et je peux te dire que je ne devrais pas le dire devant mon patron si un jour il voit, mon nouveau patron, si un jour il écoute ce podcast, mais je suis beaucoup plus rassuré, tranquille aujourd'hui que ce que je pouvais l'être hier. Parce que hier, c'était mon entreprise, c'était mes 100 salariés. Et si moi je faisais des erreurs, c'est eux que je mettais en danger, tout comme mon entreprise. Donc la première des choses, c'est le travail. Ça, je crois que tout le monde vous le dit, il ne faut pas hésiter à beaucoup bosser. Beaucoup bosser. Plus que les autres, c'est-à-dire peut-être plus que montrer l'exemple aussi, c'est-à-dire peut-être arriver le matin à 7h30 et non toujours avancer salarié, peut-être. Alors, toujours. C'est plus une question d'heure parce que les choses ont beaucoup évolué là-dessus. Il faut aussi savoir prendre du recul, il faut aussi savoir avoir des loisirs parce que ça fait partie aujourd'hui des qualités d'un chef d'entreprise. Souvent, on dit un chef d'entreprise qui bosse beaucoup, c'est parce qu'il est mal organisé. Moi, je crois que quand il bosse beaucoup, c'est qu'il a besoin de beaucoup travailler sur son entreprise. Savoir déléguer, c'est une chose que j'ai rarement su faire. Ça m'a posé pas mal de problèmes parce que ça m'a pris énormément de temps. Il faut savoir bien recruter, ça c'est un deuxième chose importante. Ça veut dire qu'il faut excessivement bien s'entourer, faire confiance à ses collaborateurs pour pouvoir déléguer et être un peu plus serein, avoir un peu plus de recul. Moi, j'ai eu souvent, et c'était l'un de mes défauts, la tête dans le guidon. Parce que je voulais tout voir, tout connaître, tout savoir. C'est ce que peut-être parce que je faisais pas confiance, à tort, hein, mais voilà, et ça m'a posé, oui, effectivement, des problèmes. Ça veut dire que effectivement, j'étais obligé d'arriver le premier, partir le dernier. C'est pas forcément un conseil que je donnerais aujourd'hui. Le meilleur des conseils, quand vous pouvez, c'est de prendre du recul, de bien réfléchir sur ce qu'on va faire, sur la stratégie qu'il faut mettre en place. Par contre, il faut avoir des convictions, suivre souvent son instinct, ça c'est, pas trop écouter l'environnement, parce qu'il y a 36
beaux parleurs et les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et voilà, il faut suivre son instinct et tu verras que ça va fonctionner parce que vous avez la tête bien faite et vous avez une expérience que l'on n'a pas dans des domaines que nous n'avons pas et que nous ne connaissons pas. Est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, quand tu le vois notamment avec... j'ai eu l'occasion d'avoir une personne... il y a là sur mon dernier podcast qui en fait elle a un média sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Et donc est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat d'aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat d'hier, dans le sens où avec les réseaux sociaux notamment ça a quand même vachement évolué, ça a vachement changé, donc est-ce que tu penses qu'on entreprend aujourd'hui comme tu as pu le faire hier, ou est-ce que... Il y a des bases communes, bien évidemment, il y a des fondamentaux qui sont communs. Bien réussir son entreprise, c'est d'abord bien maîtriser le socle de l'entreprise. Et donc les bases communes, c'est bien évidemment la gestion, sans parler de la comptabilité, hein, qui est de l'analyse, mais vraiment de la gestion, savoir être un bon gestionnaire. Ça, je crois que de tout temps, ceux qui ont réussi, c'est d'abord ceux qui avaient le flair entrepreneurial et la bonne maîtrise de sa gestion d'entreprise. Pas faire n'importe quoi, pas se croire plus fort que les autres, avoir beaucoup d'humilité. Moi, c'est toujours un conseil que j'ai donné, et c'est la première qualité que je trouve dans les entrepreneurs, ou chez un entrepreneur, c'est son humilité. Et ce flair, quand tu dis ce flair, c'est super intéressant, parce que est-ce que tu penses qu'il faut se planter pour réussir après, ou alors est-ce que ce flair, on peut l'avoir quand même tout autant au long du... Il faut faire des erreurs. Bah, je vais te répondre. Si on peut éviter de se planter, c'est que mieux. Mais il ne faut pas prendre l'incident ou l'accident entrepreneurial comme un échec. C'en est pas un. Il faut s'en servir pour rebondir. Moi j'en ai eu en 30 ans, t'imagines bien qu'on n'a pas fait que des choses bien. Parfois on s'est planté, parfois on n'a pas compris, parfois on est allé sur des chemins qui n'étaient pas les bons. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on a toujours gardé le cap de là où on voulait aller, et on a su revenir soit en arrière, soit bifurquer, et se servir de cet échec ou de cette erreur pour construire différemment les choses. Et ça, c'est bien. Donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, la différence fondamentale entre l'entrepreneur d'aujourd'hui et l'entrepreneur d'hier, c'est effectivement tous les réseaux. Alors, on n'avait pas les réseaux sociaux, mais on avait les réseaux quand même. Je t'ai parlé de la jeune chambre économique, je t'ai parlé du groupement des concessionnaires. Moi, j'étais pendant 15 ans à la chambre de commerce. C'était ça notre réseau. Et c'était un réseau de serrage de main. C'était pas un réseau de tweets ou de partage d'informations. Voilà. Même si je trouve ça très bien, très rapide, il faut pas oublier quand même que le réseau entrepreneurial et la discussion à bâton rompu entre les gens, elle est importante. Donc voilà, il faut savoir s'entourer. Et il faut savoir démultiplier pour mieux recevoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à sortir. Un entrepreneur qui ne sort pas de sa propre filière, de sa propre activité, à court terme, il sera un petit peu sclérosé dans sa connaissance et son ouverture à sa culture. Finalement, le conseil, c'est quand même un conseil. Et moi, je l'entends comme un conseil dans le sens où d'aller à la rencontre, ne pas avoir peur d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs. Ça peut Bien être, sûr. on le voit avec les partenaires du hand ou pouvoir. Par exemple, il y a les partenaires du hand et il y en a d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut pas se limiter à ne pas, enfin surtout pour un jeune entrepreneur, je pense, surtout oser, parce que je pense que c'est pas facile des fois, parce que c'est ce que on en parlait aussi un petit peu, mais des fois il y a cette, alors je sais pas si toi tu as eu ce ressenti aussi, notamment quand il y a ce groupe familial, c'est-à-dire de dire le syndrome de l'imposteur. Moi quand je suis arrivé, je te promets que en quoi je suis légitime pour apprendre à un autre entrepreneur de ci, de ça. Et en fait, après, je pense que quand on s'enlève un petit peu cette petite chose-là et de dire oui, je peux apporter ci, je peux apporter ça, etc., se faire confiance, et je pense que tu as dû le voir tout au long aussi de ta carrière, quand il y a ce petit truc-là qui s'en va, et surtout ne pas hésiter à aller à la rencontre d'autres entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de t'avoir dans mon podcast, et je pense qu'on m'aurait dit ça il y a peut-être un mois ou 2 mois, j'aurais peut-être pas... Voilà, il faut oser. Le secret de la réussite, c'est d'abord d'oser. Hein. Ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont osé. On pourra en citer, ils se comptent encore sur les doigts de la main, ceux qui ont... Voilà. Mais c'est parce qu'ils ont osé, c'est parce qu'ils ont su se remettre en question. Quand tu as dit se faire confiance, mais ne pas se faire confiance et se remettre en question, ou ne pas avoir parfois
confiance en soi, ça permet aussi de se corriger, d'écouter les autres et d'avancer un peu plus sereinement. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est avancer aveuglément et avec ses convictions profondes et ne pas se remettre en question. Moi, alors je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je peux te garantir que tous les matins, en me regardant dans la glace, je me dis qu'est-ce que tu n'as pas bien fait hier et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour que ça fonctionne. Et ça, je te garantis que c'était un de mes rituels constants, c'était de faire l'analyse de la journée précédente ou de la journée qui se terminait pour essayer de comprendre ce qui avait fonctionné, m'en servir, et ce qui avait dysfonctionné et ne plus le refaire. Et ça, c'est important. Pousser la porte, comme tu le disais, aller voir les autres, voilà, tu seras jamais pris comme un poil à gratter ou un intrus. Au contraire, tout le monde, je crois, a compris aujourd'hui que le réseau était plus fort que tout. Tu connais le fameux adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, on le sait, aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne et personne n'en voudra à un jeune entrepreneur de venir. Alors sans bien sûr trop de prétention, parce que ça c'est pas bien, avec beaucoup d'humilité, de respect des autres, d'écoute des autres, on arrive à beaucoup de choses. Et tout à l'heure aussi, tu as parlé de quelque chose de très intéressant quand tu dis, comme dans toute entreprise, tu vois, il y a eu des revers, il y a eu des moments plus compliqués que d'autres, etc. Quand le chef d'entreprise prend cette mauvaise nouvelle-là un petit peu dans la figure finalement, et que derrière il y a des salariés, qu'il y a d'autres personnes aussi, comment finalement on va le dire à ces salariés, comment on va réussir à faire garder cette motivation pour tes salariés, etc. Comment ça se passe ça vraiment dans la tête d'un chef d'entreprise comme ça d'expérience, vraiment quand on a comment on traite cette mauvaise nouvelle finalement, Alors comment ? Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas la mienne c'était la transparence absolue, l'explication. J'ai jamais essayé tu vois, quand j'ai vendu mon entreprise, c'était un moment difficile pour mes collaborateurs qui étaient parfois avec nous depuis plus de 20 ans, donc de leur apprendre que tu vas t'arrêter et que tu vas les transférer à un autre patron, c'est très anxiogène. Mais j'ai expliqué avec Jean-François Bouteille, on a présenté les choses d'une manière très transparente. On a toujours été très open. Mon bureau est toujours resté ouvert. Mes collaborateurs ont toujours eu la possibilité de... quand ils me disaient « je vous dérange pas », ça m'énervait au plus haut. Mais non, c'est mon rôle, quoi. Si tu me déranges, c'est que je suis occupé à faire autre chose, mais je vais libérer du temps pour t'écouter. Enfin, ça, c'était le b.a.-ba d'un manager, je pense. Ça, c'était très important pour toi, la communication avec tes équipes, communication, transparence. Ils le voient, les collaborateurs, quand ça va ou quand ça va pas, suivant la tronche que j'avais le matin, ils avaient compris que la veille ça n'avait pas été tout rose. Mais on explique pourquoi et ce que j'aime pas, c'est ce que je n'apprécie pas chez les autres, c'est justement ce côté un peu mystérieux, de cacher quand ça va pas, de faire croire que toujours tout va bien. Non, il y a des aléas, c'est comme dans une famille et il faut pouvoir les expliquer, les montrer. Donc effectivement, ces échecs ou ces freins à un moment donné au développement, tu les expliques, puis tu essayes de progresser avec eux, step by step, mais c'est eux qui te font grandir, hein, c'est pas forcément toi. Oui. Hein. Toi, tu es là pour donner le cadre, tu es là pour donner les règles, tu es là pour donner les moyens à tes collaborateurs de s'épanouir et d'avancer. Mais derrière, si on n'avait pas nos collaborateurs, moi j'en avais une centaine, on serait pas grand-chose, quoi. Au handball, c'est pas moi qui tire les pénaltys, heureusement que j'ai des joueurs et qui sont là pour le faire. Après, à nous de donner les moyens pour leur épanouissement et leur réussite. Pour les réussir, tout à fait. D'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ce sujet. Quand tu es arrivé dans ce grand bain de l'entrepreneuriat, finalement, est-ce que tu as eu des mentors un petit peu qui t'ont guidé dans ton parcours entrepreneurial ? Est-ce que tu t'es appuyé alors tu as parlé de ton papa aussi beaucoup. Je pense que ça a été quelqu'un, voilà, ça a été un vrai mentor, je pense. Bien sûr, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, il ne faut pas l'oublier. Alors certes, on a pendant 30 ans avec Jean-François Bouteille continué à développer l'entreprise et puis en donner la place qu'elle a aujourd'hui ou qu'elle avait hier dans le monde de l'automobile. Mais bien évidemment, c'est mon père qui m'a donné la chance et qui m'a aidé pour réussir et qui m'a fait confiance. Et c'était pas évident, même s'il m'a pas toujours fait de cadeaux et c'est normal. J'étais traité à la même enseigne que les autres collaborateurs, mais c'est grâce à lui que d'abord j'ai pu avoir un métier.
Alors j'en aurais peut-être eu un autre, mais que j'ai pu avoir celui-ci et que je me suis éclaté. Après des mentors, oui, bien évidemment, mais je pourrais en citer plein professionnellement, des concessionnaires que je fréquentais et qui m'apportaient, rien que le fait de les écouter ou de les voir agir, rien que le charisme qui te renvoyait te faisait grandir, bien sûr. Et puis après, dans le monde associatif, c'était des présidents d'associations, le président de la chambre de commerce de l'époque. Voilà, c'est des gens que j'ai aimé suivre, regarder, et non pas copier, mais oui, il fallait s'inspirer en tout cas. Est-ce que Pascal, après 30 ans, enfin après toute cette expérience que tu as pu acquérir en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu apprends encore des choses? Ah oui, tous les jours. Ah bah oui, bien sûr, j'apprends tous les jours. Aujourd'hui, je suis dans un groupe, j'ai la chance d'être dans un groupe de 3000 salariés. Et moi, j'étais un artisan de l'automobile, je suis rentré dans une industrie de l'automobile, et bien sûr que j'apprends tous les jours. Et j'étais il y a 2 jours en stage pendant 2 jours, qui s'appelait Manager de demain. Et quand je suis arrivé, j'avais que des plus jeunes avec moi, et j'ai regardé les gens qui nous faisaient, les formateurs. Je leur ai dit, est-ce que vous voyez en moi un manager de demain? Est-ce que vous ne voyez pas plutôt un manager d'hier? Ils m'ont dit, non, on va pas du tout, au contraire, machin. Et puis effectivement, mais je me suis régalé, oui. Heureusement que j'apprends encore, quoi, tous les jours. Justement, parce que tu es quand même dans un secteur qui est en constante évolution. Bien sûr. On le voit, c'est... Comment vous faites pour justement rester toujours à l'affût des tendances du marché, etc. Comment et des besoins finalement du consommateur, parce qu'on le voit, ça change. Alors je pense que déjà l'entrepreneuriat et l'entreprise, ça change très vite, mais peut-être encore plus dans le secteur dans lequel tu évolues. Alors oui, mais dans le secteur dans lequel j'évolue, on est très tributaire des constructeurs qui nous produisent des véhicules et qui en ont la maîtrise sur le plan de l'engineering, de la conception, etc. Par contre, on sait où est le profil de nos clients parce qu'on l'étudie en permanence, on sait où sont les marchés de prédilection, on sait sur quelle cible il faut aller pour continuer à développer. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le plus important dans mon métier, c'est le management humain des hommes. Moi, c'est ça qui me fait avancer. Parce que le produit, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et Dieu sait que j'aime la marque que je représente aujourd'hui, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il va falloir qu'on le vende. Parce que ça, c'est c'est ce qui va nous permettre de continuer à progresser et à survivre. Par contre, il faut entraîner les autres, les motiver, les manager, les faire progresser, bien les recruter, bien les former. C'est le plus important dans mon métier. Et puis après, il y a toute la communication qui nous incombe et qui va avec. Le marketing qui est tout autour de nos marques et tout ce qu'on peut se servir comme réseaux sociaux, comme réseau informatique, comme réseau médiatique pour développer notre savoir-faire et nos ventes de véhicules. La maîtrise du produit, je ne l'ai pas. Voilà. Oui. Je le connais bien, mais je n'ai pas sa maîtrise de conception. D'accord. Pour terminer cette partie, si tu devais résumer ton parcours aujourd'hui entrepreneurial en un seul mot. En un seul mot ? En un seul mot, quel serait-il ? Waouh ! Un seul mot pour résumer un petit peu. Il y en a beaucoup qui me viennent. Ou une phrase. Ouais, enrichissant, très enrichissant, pas toujours facile, avec beaucoup de moments de doute, bien évidemment. Tu sais, j'ai eu aussi 30, 35 ans, et quand tu te retrouves avec des échéances mensuelles, quand tu te retrouves avec des objectifs à remplir, quand tu te retrouves avec des banquiers autour de la table, quand tu te retrouves avec des gens qui ont 50, 60 ans et qui... c'était difficile, quoi. Moi, je me suis fait 2 ulcères à l'estomac. C'était pas parce que je buvais trop d'alcool, j'en buvais pas. C'est parce que le stress m'a fait beaucoup bobo, quoi. Et si je devais le refaire, je pense que je prendrais un peu plus de recul. C'était mon grand défaut. Voilà. Donc, si j'ai le conseil que j'ai à donner, c'est il faut bien sûr travailler pour vivre. Il faut pas vivre pour travailler. C'était un peu nos générations qui étaient comme ça. Et si j'ai un conseil à te donner, Christopher, faut se réserver, c'est important, c'est primordial, des moments à soi, partager bien sûr avec sa famille, ses enfants. Moi, la plus belle réussite de ma vie, c'est mes 2 filles. Donc le reste après, ça passe, ça évolue. La preuve, c'est que j'ai vendu, je pensais que c'était la fin du monde, et bien non, quoi. J'ai un beau rebond et je suis excessivement épanoui aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal. Quelle est ta plus grande réussite ? Mes enfants. Une décision difficile que tu as dû prendre. Vendre mon entreprise. Un seul conseil que tu aimerais donner à un jeune entrepreneur.
prendre du temps pour soi. Un livre qui a pu influencer ton parcours. Le monde selon Gare. Une compétence essentielle pour réussir en affaires. L'humilité. Une qualité indispensable pour un leader. L'humilité. Un réseau professionnel qui t'a été bénéfique. La jeune chambre économique. Comment tu gères le stress et la pression? Je cours, je fais du VTT et je m'entoure de mes amis. Je suis riche de mes amis. Voilà. Une tendance actuelle que tu suis de près. Sport de haut niveau. Un objectif personnel pour 2025? Faire de mon équipe de handball un des leaders du championnat de France, bien évidemment, dans le top 5. Ta première voiture? Ma première voiture, c'était une LNA. Et ta dernière? Citroën, une Porsche 911. Alors Pascal, tu sais que moi dans mon entreprise, voilà, je propose notamment un service pour tout ce qui est entrepreneur sur le pitch d'entreprise. Où j'accompagne les entrepreneurs notamment du territoire sur le développement de leur entreprise, sur le pitch, savoir déjà bien l'expliquer parce que je pense qu'on le voit des fois dans les réseaux professionnels et tout, des fois les entrepreneurs ne savent pas forcément tout le temps vendre ou forcément ne pas s'adapter. Aussi c'est le mot, l'adaptation, je pense que c'est important. Donc moi j'aimerais, grâce à ton expérience aussi, avoir un petit peu des conseils sur le pitch d'entreprise, d'avoir quelques conseils sur le pitch d'entreprise. Et surtout, ma première question, c'est pourquoi tu penses que le pitch d'entreprise est finalement crucial pour un entrepreneur? Pourquoi il est important qu'un entrepreneur puisse bien travailler son pitch d'entreprise? Parce que c'est une manière rapide, efficace et concise de présenter et son activité et son entreprise. Sans en faire de trop, sans fatiguer ton auditoire et de montrer la maîtrise que tu as de tes affaires. Peut-être, est-ce que tu as en tête une expérience où ton pitch t'a permis d'obtenir quelque chose? Alors ça peut être, parce qu'on le sait, dans les pitchs, il y a plusieurs pitchs. Le pitch de partenariat pour obtenir un partenariat et le pitch d'investissement quand on a envie de négocier aussi des choses peut-être plus importantes. Mais est-ce que tu as peut-être en tête une anecdote où ton pitch, où tu as, entre guillemets, là je parle avec le cœur, c'est où tu as mis ton cœur et tes tripes sur la table pour obtenir quelque chose? Est-ce que tu as une anecdote à nous faire part? Non, j'en ai pas une parce que j'en ai plusieurs. Mais alors la dernière en tête, c'est quand j'ai vendu ma boîte. J'avais en face de moi un acheteur qui voulait, je pense, clairement mon entreprise, mais il a fallu que je la vende le mieux possible et que j'en parle le mieux possible. Et je pense que mes tripes, comme tu dis, ma conviction, mon amour de cette boîte ont fait la différence, quoi. Oui, c'est à ce moment-là, oui. Et quels, selon toi, les éléments clés qu'on pourrait donner comme conseil justement aux entrepreneurs, et d'ailleurs pas que jeunes entrepreneurs, aux entrepreneurs en général, quels sont les éléments clés qui doivent figurer pour toi dans un bon pitch d'entreprise? L'émotion, il faut que ça transpire le fait que l'entrepreneur est convaincu par ce qu'il dit. Il faut que dans ce pitch, il y ait tout ce que tu as envie de faire passer comme message dans un temps très conscrit et très, très restreint. Mais surtout une partie très personnelle d'expérience et de conviction. Pas se noyer dans des chiffres, ça sert à rien parce que ton auditoire va décrocher à un moment donné. Donc il faut vraiment transmettre quelque chose, avoir de la fibre et il faut le préparer avant parce qu'il ne faut pas succomber dans l'émotion, il ne faut pas tomber non plus dans le mielleux. Il faut bien maîtriser et de parler de ce qui est ton domaine de prédilection. Dans une entreprise, un chef d'entreprise, il ne peut pas tout maîtriser. Il y a des endroits où il est moins à l'aise que d'autres. Dans le pitch, il faut se servir des endroits où tu es le plus à l'aise. D'ailleurs, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a eu un endroit, peut-être un jour, où tu as dû pitcher, où tu n'étais pas du tout à l'aise? Ah oui, souvent. Est-ce que ça s'était déjà arrivé d'avoir... Ah oui, ça m'est arrivé d'être pas bon parce que je maîtrisais pas. Alors moi j'ai la faculté de pouvoir un peu rebondir et d'en redire ou d'envelopper un peu le truc. Mais oui, moi il fallait pas trop me faire parler non plus de technicité et de mécanique de voiture parce que quand on me branchait là-dessus, franchement, je savais bien les vendre. Il valait mieux pas que ça soit moi trop qui les répare parce qu'elles seraient souvent tombées en panne. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de parler de trucs ou de me retrouver dans des milieux où j'avais pas la connaissance nécessaire, où on me posait
posé des questions où malheureusement j'étais un peu emprunté. Oui, bah je suis passé moi aussi dans ces moments-là, un petit peu de confusion. Hier, je regardais une phrase qui était super intéressante où justement on avait dit une fois à Johnny Hallyday, soigne ton entrée, soigne ta sortie et au milieu démerde-toi, tu chantes. Est-ce que pour le pitch, tu penses qu'on pourrait dire un petit peu la même chose? Oui, parce que je pense qu'il y a 2 temps forts dans un pitch. C'est d'abord l'introduction, c'est-à-dire que l'effet que tu vas donner, tu connais l'expression, on n'a jamais 2 bonnes occasions de faire une bonne première impression. Voilà, c'est d'abord ce que tu vas, en arrivant devant ton auditoire, ce que tu vas projeter comme image, et puis la conclusion. Il y a sur, un pitch ça doit durer entre 2 et 3 minutes. 1 minute je pense que c'est trop court, 10 minutes je pense que c'est beaucoup. Mais entre 2 et 3 minutes il doit y avoir vraiment 2 temps forts. C'est bien sûr l'introduction et bien sûr la conclusion. Et si tu veux voir s'il a été réussi, si pendant ces 3 minutes tu as l'attention de ton auditoire, c'est que tu as été génial. Autrement, les gens ont décroché et tu sais qu'ils retiennent que 10 minutes, à peu près 10% pardon, de ce que tu leur as raconté. Exactement. Donc voilà, autant que dans ces 10%, il y ait les 10% que ce soit les temps forts que tu aies voulu faire passer comme message. Exactement. Et tu disais tout à l'heure, c'est vrai que l'aspect émotionnel, il est vachement important. Est-ce que peut-être tu as une astuce que tu pourrais nous donner, ou est-ce que de la manière, on va dire, où parce que tu sais, quand on arrive, notamment pour un pitch, et d'ailleurs en fait ça on peut le généraliser à toutes les prises de parole possibles, je crois que c'est super important de connaître son auditoire à l'avance. C'est-à-dire si on va parler à un partenaire, si on va parler à un client, si on va parler à un investisseur, enfin je veux dire, je pense que ça c'est... et d'ailleurs pour un entrepreneur, on va pas forcément avoir le même pitch en fonction de son auditoire. Et donc comment toi peut-être tu as... Alors ça c'est une question je pense un peu difficile aussi, mais comment tu arrives à le créer, ce lien émotionnel finalement? Déjà, je vais toujours m'attacher à regarder mon public ou mon client ou mon partenaire en face. Il n'y a rien de pire que de lire des notes et de ne pas le regarder ou de détourner le regard parce que déjà tu ne donnes pas confiance. Donc il faut capter l'attention. Si tu veux garder son attention, il faut déjà que tu le regardes dans les yeux, parce que lui à un moment donné, s'il baisse les yeux ou s'il tourne la tête, c'est qu'il a envie d'entendre autre chose ou qu'il a envie de voir autre chose, et tu vas le voir à travers sa réaction. Donc la première des choses, c'est le regarder. Donc au moins tu as de notes, au mieux c'est. Ça veut dire que tu as préparé avant, que tu connais bien ton truc, sans faire du par cœur, par pitié, mais voilà, que tu maîtrises bien, tu te prends quelques mots-clés, tu te prends quelques exemples que tu vas répéter dans ta tête. Il faut que tu passes par là, par là, par là, tu te fais un schéma directeur, mais tu n'as pas de notes. Si tu commences à prendre des notes, tu vas lire tes notes et tu vas faire perdre l'attention, et tu vas toi perdre l'attention de ton auditoire. Ça c'est la première chose. Après tu peux projeter, tu peux te servir effectivement, il y a des méthodes. Moi je me sers beaucoup des PowerPoint quand je veux montrer quelque chose, mais je le montre sur un écran, je connais ce qui passe sur mon écran, mais je garde toujours l'attention de mon auditoire. C'est vrai aussi pour une visio, parce qu'aujourd'hui on pitch beaucoup en visio, et la visio est à la fois... D'ailleurs c'est très important. Est-ce que c'est... alors ça c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis. L'attention n'est pas la même quand tu vas être en visioconférence. Elle est encore plus difficile. Voilà, c'est encore plus difficile. Et là il faut que tu mettes un élan dans ton ton, donc ça il faut que je le répète. Il faut que tu aies une certaine facilité d'allocution et un certain débit pour que les gens t'écoutent, voilà, parce que si tu commences à être trop monotone ou tout, tu sais, quand tu commences à avoir tout le monde qui éteint sa caméra, c'est qu'ils sont en train de faire autre chose et qu'ils ont envie de faire autre chose. Donc déjà tu demandes à ce que, et tu peux le dire très gentiment et très simplement, je vous demanderai de garder votre caméra autant qu'on se regarde, et c'est bien, au moins tu vois l'attention des gens. Et puis ceux qui l'éteignent au fur et à mesure, c'est que effectivement ils n'ont pas capté l'attention que tu veux mettre dans ce truc-là. Et puis il faut garder ce débit, il faut avoir un ton et un son qui soit assez élevé. Voilà, c'est toutes des techniques oratoires qui s'apprennent, ou qui s'apprennent pas et que tu as quoi. Mais là, le message en tout cas que tu as transmis, c'est super intéressant, parce que voilà, là je suis allé il y a 2-3 jours là justement à un club d'affaires pour faire une présentation sur le pitch, et c'est exactement ce que j'ai essayé de leur dire en fait, sur le fait notamment le côté émotionnel, où personne mieux que eux-mêmes ne pitcheront aussi mieux leur entreprise. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi je peux leur apporter, on va dire, des méthodes, des techniques, etc. parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé pour. Par contre, ce côté-là émotionnel, c'est-à-dire que moi je peux leur écrire le pitch, on va dire qui soit merveilleux, mais derrière, s'il n'y a pas ce côté, s'ils n'y mettent pas leur cœur, s'ils ne mettent pas d'eux-mêmes dans ce pitch, derrière ils n'y arriveront pas. Et donc je pense que c'est un peu... et voilà, donc pas trop long, il faut savoir supprimer des choses. Tu vois souvent si un
pitch, comme tu dis, ou une présentation a réussi, c'est quand tu as lancé des messages un petit peu subliminaux comme ça, et qu'à la fin, les gens viennent te voir en te disant qu'est-ce que vous avez voulu dire par ça, ou j'aimerais en savoir plus sur ça. Tu as réussi, quoi. Toi, tu n'en as dit que 2-3 minutes, mais tu as suggéré l'attention des autres qui viennent te voir après. Bah, prenons un rendez-vous et puis on en discutera, et puis voilà, quoi. On va toujours dire, moi, justement, finalement, un pitch réussi, c'est quand derrière aussi, on va pouvoir nous poser une question, parce que ça va montrer justement que l'appel à l'action a été clair, etc. Et qu'après, ça peut nous permettre de closer quelque chose. Donc, c'est vrai que sur ça, je pense que c'est... Exactement. Et un pitch réussi est un pitch où tu as réussi à ne pas dire l'essentiel. Même si tu avais vraiment l'envie de le dire, parce que pour toi, c'est le plus important de ton entreprise, il faut que tu l'axes sur ça. Si tu as réussi à ne pas le dire, à le suggérer et à susciter l'envie qu'on vienne te le demander, c'est que tu as gagné ta présentation. Quelle est la durée idéale d'un bon pitch selon toi ? 3-4 minutes. Quel est ton hook préféré pour commencer un pitch ? Mon propre bonjour et ma manière de me présenter. Pitch avec ou sans support visuel ? C'est pas gênant, au contraire, hein, mais un support visuel choisi, animé. Moi, je me rappelle les premières présentations qu'on faisait, c'était avec des rétroprojecteurs. Toi, ça va peut-être pas te parler, mais c'était moins glamour que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais oui, pourquoi pas un support, mais pas de notes. Enfin, évitons les notes, quoi. Une erreur commune à éviter dans un pitch ? La répétition, la longueur et le ton monotone. Le meilleur conseil que tu as reçu pour améliorer ton pitch ? Pour ce qui me concerne, parler moins vite. Et comme je disais tout à l'heure, regarder mon auditoire en face. Préfères-tu les pitchs plus courts ou plus longs ? J'allais dire le bon timing est le mieux, mais plus ils sont courts, mieux c'est, quoi. Une qualité essentielle pour un bon pitch ? Bien s'exprimer à l'oral. Le pire endroit où tu as dû faire un pitch ? Voilà, dans un hall d'hôtel avec des centaines de personnes qui me passaient autour et des difficultés de concentration pour moi et la personne qui m'écoutait. Et ouais, ça a été une catastrophe. Une phrase clé que tu utilises peut-être toujours dans un pitch ou un mot-clé ? J'aimerais vous convaincre. Donc Pascal, tu sais que dans mon podcast, j'ai quelque chose que j'aime bien faire et donc je pense qui mieux que toi aujourd'hui pour pouvoir réaliser cet exercice. Et donc c'est la minute pitch, c'est ce que j'appelle la minute pitch. Donc je ne vais pas te demander de pitcher une quelconque entreprise ou ton ancienne entreprise ou l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui, mais cette fois j'aimerais que tu pitches le club de Saint-Raphaël Varandbal, et que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que le Saint-Raphaël Club Varandbal aujourd'hui. Tu as 1 minute 30 pour nous dire un petit peu qu'est-ce que le club et qu'est-ce qu'il pourrait apporter à un partenaire. D'accord. Voilà, Pascal Bacchi, président du club de Saint-Raphaël Varandbal depuis 2 saisons maintenant, après 11 ans président du club des partenaires. Saint-Raphaël Varandbal, c'est un club de première division, dans l'élite de la première division française de hand. On est assez régulièrement dans le top 5 et ça fait maintenant 15 saisons que nous sommes en première division et qu'on oscille entre la 7e et la 2e place. On a été vice-champion d'Europe en 2018. C'est aussi et avant tout une belle entreprise d'une trentaine de salariés, 4,2 millions de budget et qui se glorifie aujourd'hui d'avoir un club des partenaires avec un réseau de chefs d'entreprise, de 160 chefs d'entreprise, qui est le premier réseau d'entreprises et d'entrepreneurs de l'Est-Var. Donc nous rejoindre, c'est d'abord profiter d'un des premiers médias que représente ce club et cette ouverture sur l'ensemble de la Côte d'Azur, puisque nous sommes 2 clubs sportifs de référence, le RCT à Toulon et le club de Saint-Raphaël Varandbal. C'est aujourd'hui 50 000 followers sur les différents réseaux que nous connaissons tous. Donc c'est une page médiatique des plus importantes pour votre entreprise et des rencontres et un enrichissement extraordinaire à travers les rencontres que l'on fait après les matchs au club des partenaires. Et c'est tous les 15 jours un spectacle inouï de sport, d'ambition que l'on peut partager avec ses clients, ses collaborateurs.
au service de l'entreprise. Donc c'est vraiment un moteur, et si j'ai un seul conseil à donner aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est de venir nous rejoindre, de venir d'abord en spectateur, en observateur, et vous verrez une entreprise en pleine explosion, et voilà, et je suis fier d'être son président. Merci beaucoup Pascal. Donc moi première question un petit peu pour introduire le sujet sur le club de hand. Finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir président du club de Saint-Raphaël ? Poussé, c'est le terme, parce que j'ai pas eu beaucoup de choix. En fait, j'étais depuis donc 11 ans le président du club des partenaires, que j'ai fondé sous l'impulsion de Jean-François Krakowski, qui m'a beaucoup appris, apporté. Si tu parlais tout à l'heure de mentors, je parlais des mentors dans l'entreprise, mais si j'ai un mentor dans le hand, c'est lui. C'est l'ancien président du club. Et donc, j'ai créé ce club des partenaires. Donc voilà, c'est devenu une passion. Je crois que j'ai jamais loupé un match de ma vie à domicile. Et puis, quand il y a 2 ans, le président Emmanuel Murzoro a souhaité se retirer pour des questions professionnelles, c'est vraiment chronophage en temps. Voilà, c'est 2 entreprises. Moi, je mène 2 vies professionnelles aujourd'hui, quasiment à part entière. Naturellement, on m'a demandé de prendre la présidence, et j'avais déjà refusé une première fois parce que j'étais pas prêt. J'avais encore ma boîte et qui me prenait beaucoup de temps. Là, je l'avais vendue. C'était mûr dans ma tête. Je savais ce que je voulais faire, là où je voulais aller, comment je voulais le faire. Et donc, implicitement, on m'a proposé, et j'ai été élu, parce que j'ai demandé à ce qu'il y ait une élection. Il y a eu une élection faite par le directoire qui s'est passée à la mairie annexe de Saint-Raphaël en présence de Frédéric Masquelier. Et j'ai souhaité être élu. Non pas pour être prétentieux, mais surtout pour avoir la légitimité. Je ne voulais pas être désigné, je voulais être choisi parmi peut-être 2-3 membres. Ce n'était pas le cas, j'étais tout seul, mais il y a eu quand même une élection, et j'ai été élu à l'unanimité à la présidence du club. Voilà. Et comment tu décrirais finalement l'évolution du club depuis ton arrivée ? Je pense que j'ai apporté ce qu'on a vu tout à l'heure, mon expérience du monde professionnel et de l'entreprise. C'est un club qui était très dans l'associatif. Voilà, j'ai apporté pas mal de structures, des process, des standards. J'ai apporté aussi une hiérarchisation, une priorisation des tâches. J'ai apporté du sang neuf, puisque j'ai recruté Christian Godin, qui est directeur sportif aujourd'hui, et Dieu sait qu'il apporte magnifiquement sa pierre à l'édifice dans la construction de la stratégie sportive et du recrutement des joueurs. Grâce à tout le parcours aussi qu'il a pu avoir en tant que joueur pro. Grâce à son parcours, bien sûr, et sa connaissance et son expérience du monde professionnel. Et je ne reviendrai pas sur son palmarès, parce que ça durerait trop longtemps, Dieu sait qu'il en a. Voilà, donc moi je crois que j'apporte ma patte et mon expérience, et puis surtout ma passion, quoi. J'essaye de moderniser les choses, mais je ne garde pas de vue que pour moi, ce sport est magnifique, et cette équipe, elle est juste géniale. Je gère aujourd'hui des bonhommes qui sont extraordinaires. Et je m'y sens bien, et c'est un plaisir. Et je remercie les gens qui m'ont fait confiance, parce que Dieu sait que c'est difficile. Je me mets la rate au courbouillon à tous les matchs, et j'ai des moments très difficiles financièrement. Il faut équilibrer les budgets, il faut que les équipes elles gagnent, il faut que les bénévoles y soient au présent, il faut que le public soit présent. Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est une vraie passion. Finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois vraiment des similitudes entre ton rôle de chef d'entreprise que tu as pu avoir et aujourd'hui cette présidence du hand, parce que c'est une entreprise. Tu parlais justement de cette vision à court terme, moyen terme et long terme, mais là finalement tu es obligé d'avoir aussi cette vision là pour pouvoir emmener tout le monde dans ta barque. Oui. Il y a un plan stratégique qui est fait, il y a des ambitions et des objectifs qui sont posés, et maintenant il faut trouver les moyens d'aller chercher ces objectifs. Et voilà, et donc moi ce qui me réjouit, c'est puisque tu me demandes ce que j'ai apporté, j'ai le sentiment que depuis qu'on y est avec cette équipe pas que de joueurs, cette équipe de permanence, cette équipe de dirigeants, Aymeric Paillasson bien sûr, Christian Godin et tous les autres permanents, je trouve qu'il y a plus d'ambiance. Je trouve que je trouve pas, j'en suis sûr, il y a une évolution de 400 personnes à chaque match supplémentaire par rapport à la saison d'avant. Il y a 1700 personnes en permanence là-dedans, ça bouillonne. C'est le plus gros spectacle de l'Est-Var, quoi. Je veux dire, et tous les 15 jours, on organise un VIP de 350 à 400 personnes où on fait manger tout le monde, où on fait boire tout le monde, et où tout le monde s'amuse et partage sur le match, partage sur son entreprise, parce qu'on regroupe les
partenaires entre eux. Donc voilà ce qu'on y a apporté, ce qu'on a essayé d'améliorer. Mais c'est pas fini. Des projets, j'en ai encore plein. On va en parler justement sur les ambitions du. Je voulais rebondir là-dessus sur les ambitions du club à la fois pour cette saison et les prochaines saisons. Je sais que vous avez recruté notamment de nouveaux joueurs cette année, Alexandre Demaille, Andreas Long et Keaton Coleman. Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? Quelle est cette ambition que vous avez aujourd'hui pour le Saint-Raphaël Club de handball? Alors, si on parle des objectifs sportifs, clairement, moi j'ai connu une campagne européenne en 2018, puisqu'on était vice-champion d'Europe, sous la présidence de Craco. Et c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai de ma carrière ou de mon expérience au sein du club. Et j'ai envie de faire revivre ça au directoire qui m'entoure. Parce que quand vous vous retrouvez dans une salle de 5000, là on parle de 5000 à 6000 personnes, à Magdebourg, devant une équipe de Berlin où vous avez tout Magdebourg et tous les supporters qui crient Allez Saint-Raph parce qu'ils étaient contre Berlin, rien que d'en parler, j'ai encore les poils qui se dressent sur les bras. Donc j'ai envie de refaire vivre ça. Pour y arriver, il faut du sang neuf, il faut sans arrêt faire évoluer les choses. On a été obligé de remplacer Adrien Dipanda qui était notre capitaine emblématique et qui avait fait une superbe carrière. On l'a remplacé effectivement, comme tu l'as dit, par Keaton Coleman qui est un arrière de renom. Voilà, et puis c'est pas terminé parce qu'on construit déjà les effectifs de 2027 aujourd'hui. Christian Gaudin est déjà sur ce sujet-là. Et puis on a un centre de formation qui est très fort et on fait pousser nos jeunes parce que ça c'est une stratégie avouée. Il faut qu'on baisse nos masses salariales, c'est clair, parce que le handball n'a pas les ressources. Le handball n'a pas les ressources qu'ont d'autres sports comme le football ou comme le basket. Donc il faut que on sache équilibrer nos comptes et qu'on fasse pousser nos jeunes et les faire grandir. On y arrive, Justement, tu penses aujourd'hui que vraiment la formation des jeunes au sein de la stratégie du club, elle est vraiment prépondérante? C'est le réservoir de nos ambitions. On ne peut pas avoir d'ambition si on n'a pas des jeunes qui poussent derrière et si on n'a pas un centre de formation fort. Sans oublier qu'on a quand même 450 licenciés dans les jeunes et on les prend à partir de 3 ans parce qu'on a le baby hand. Donc voilà, il y a une vraie culture. Il y a une culture au sens on cultive nos pousses pour les faire grandir. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, dans nos effectifs, sur les 14 joueurs professionnels que nous avons aujourd'hui, Arthur Vigneron, Mapou, Martial Caïs, Alexandre Demaille, Drévi Pachal, déjà j'en compte 5 et j'en oublie sûrement, font partie et sont sortis de notre centre de formation. Donc c'est notre ADN et c'est comme ça que je veux bâtir. Tant pis si on finit 7e, tant pis si on finit 8e, nous on a bâti notre club sur l'avenir de nos jeunes et la progression dans le secteur pro. Merci beaucoup. Dernière petite question sur ce côté-là. On te voit souvent parler dans le vestiaire, etc. Et j'ai pu assister à certaines des fois, te voir un petit peu dans le vestiaire ou sur certaines vidéos, on te voit à la fois dans les bons comme dans les mauvais moments, galvaniser les joueurs, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire dans un vestiaire à des bonhommes, qui font 2 mètres de haut. Qui font 2 mètres de haut, non, mais qui font Comment tu trouves cette énergie justement? Tu parles toujours avec ton cœur. Comment ça se passe avant un match, après un match, quand on a eu encore une fois, là, est-ce on fait ce parallèle, et j'aime bien le faire, avec l'entrepreneuriat? C'est pareil quand tu es avec une équipe, quand ça va bien et que ça va pas bien. Est-ce que là, on est un petit peu... C'est la même chose ou comment ça se passe? Alors, juste, je te corrige sur juste un truc. Je la trouve pas, l'énergie, je l'ai. Et souvent, je me freine pour pas y aller. Je demande toujours à mon coach, alors peut-être pas à la fin des matchs, quand vraiment j'ai besoin d'intervenir, mais quand j'interviens aussi au début du match pour dire une bonne parole ou effectivement de la motivation, faire passer un message motivant à mes équipes, je demande au coach son avis, s'il est d'accord, si lui, il n'a pas pensé à autre chose, parce que je ne peux pas être en discordance avec mon coach. C'est important qu'on soit sur un même ton, sur un même discours. Mais je ne trouve pas cette énergie. Je l'ai, elle bouillonne. Tu peux pas savoir. Enfin, tu me vois peut-être dans les tribunes, mais je deviens fou. Donc, quand ça a gagné, je suis fier d'aller les féliciter. Ça me fait un vain plaisir. Et je pense que ça leur fait plaisir à eux aussi. Et puis, quand ils ont perdu, il y a 2 stratégies. Ou tu y vas et tu leur mets la tête sur l'eau et tu leur dis que c'est tous des abrutis. C'est pas ce que je pense, donc c'est pas ce que je fais. J'essaye toujours de trouver les mots assez justes pour ne pas complimenter, ne pas réprimander non plus, mais leur dire ce que j'ai ressenti, et c'est important. Parce que ce que moi j'ai ressenti, c'est ce qu'a ressenti les partenaires et le public. J'ai mal vécu les derniers matchs de l'année dernière où j'ai entendu dans le public
et sûrement à juste titre, des supporters qui disaient ils n'ont pas faim, ils n'ont pas envie, ils mouillent pas le maillot. Et je suis allé dire aux joueurs ce que j'avais entendu. Et je sais très bien que c'est pas vrai, mais c'est l'effet qu'ils ont produit. Donc j'étais obligé de partager ça avec eux. Et je sais que ça les pèse parce qu'ils aiment le maillot, ils aiment Saint-Raphaël, ils aiment cette équipe. Donc, et ils n'aiment pas être pris la main dans le sac et quand ça va pas. Donc moi j'essaye de partager. Je te disais tout à l'heure, je faisais pareil avec mes équipes. Hein. Je suis transparent, je suis comme ça. On me refera pas à mon âge. Des fois, mon directeur sportif me dit non, on n'y va pas, c'est pas ton rôle et tout ça. Bah tant pis, moi je suis fait comme ça, on me changera pas. C'est comme ça qu'ils m'apprécient ou qu'ils me détestent. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui me détestent. Mais voilà, je trouve pas l'énergie, je l'ai. Ce soir, c'est pour terminer, c'est le premier match de la saison au Palais des Sports, à domicile. Contre Chartres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce que tu vas leur dire et surtout, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison ? D'abord qu'on gagne ce soir, c'est important parce qu'on a pris une déculottée à Montpellier devant une équipe de Montpellier que j'avais rarement vu jouer aussi bien. Malheureusement, c'était contre nous. D'ailleurs, là, je rebondis là-dessus. Après Montpellier, qu'est-ce que tu as pu leur dire à tes joueurs ? Rien. Non, je leur ai rien dit parce que j'étais pas bien et parce que quand je suis pas bien, je préfère rien dire. Je leur dirai ce soir. Voilà. Et je leur dirai que je leur ai rien dit exprès et que j'attendais ce moment avant le match de Chartres pour leur dire qu'ils ont encore bien évidemment toute ma confiance, heureusement, parce que c'était le premier match, et qu'ils avaient ce soir une excellente occasion de se rattraper, de se racheter. Non pas qu'ils ont failli contre Montpellier, parce que Montpellier était excessivement fort, mais parce que ça ne l'a pas fait, quoi. Et ce soir, il faut que ça le fasse, parce que toutes les équipes qui viennent chez nous viennent pour gagner. Saint-Raphaël est l'équipe à abattre. Quand tu as perdu un match de la manière où on l'a perdu à Montpellier, je pense que Chartres va arriver le couteau entre les dents en se disant il y a bon, ils sont pas bien. Et nous, on va leur montrer qu'on est bien, parce qu'on a fait une belle préparation. Physiquement, ils n'ont jamais été aussi bien. Ce sont des vrais athlètes. Ils ont été sculptés par notre préparateur physique d'une manière extraordinaire. Donc voilà, ce soir, c'est eux. Et la seule chose que je vais leur dire, c'est faites-vous plaisir, remportez ce match, sortez la tête haute et montrez à tout le monde, chez vous, dans votre salle, qui vous êtes. Voilà. Super. En tout cas, moi je ne veux pas parler au nom des Raphaëlois, mais j'aimerais profiter de la chance que j'étais aujourd'hui pour te remercier et pour remercier aussi cette équipe, pour remercier le coach, pour remercier tous les joueurs, pour toutes les émotions que vous pouvez nous faire vivre sur le territoire. Parce que je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, on a une chance incroyable d'avoir cette équipe sur le territoire. Et donc voilà, moi tu vois, j'ai 30 ans, etc., mais je pense qu'on est tous fiers, même les plus jeunes. Enfin, c'est vraiment, on est tous fiers d'avoir cette équipe-là. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on la porte, faut qu'on la porte haut à chaque moment, dans les moments les plus difficiles comme dans les moments les meilleurs moments. Parce que c'est vraiment le club de Saint-Raph, de l'agglo, mais de Saint-Raph, c'est notre ADN, c'est notre identité, et on est vraiment ouvert à tout le monde. Hein. Moi, même s'il y a des gens qui sont jamais venus, qui connaissent pas, on va les accueillir à bras ouverts. Tu es venu, donc on a une manière d'accueillir. Enfin, on passe un bon moment, quoi. C'est un moment festif, c'est un joli moment. Donc j'invite vraiment tous les Raphaëlois, Fréjusiens et Roquebrune, Puget à venir nous voir, nous rendre visite, et ils reviendront, j'en suis convaincu. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci Pascal. Merci pour ces questions. D'avoir été là. Merci pour tout.